Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 86e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver en ce bel été 2026 et je suis évidemment avec celui qui vit sa meilleure vie en regardant le championnat du monde U20. Salut Yann. Ouais, incroyable. Incroyable ce tournoi, hein. C'est un peu mon préféré, tu vois. Bah ouais, T'as j'imagine. plein de petites pépites et tout, c'est vraiment... Et ça joue bien en plus. C'est des jeux où ça va hyper vite, il y a un bon engagement. Le seul truc, c'est que je trouve qu'on protège pas assez les petits jeunes, parce que des matchs tous les 5 jours, vu le niveau qu'ont les mecs maintenant, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, c'était parfois les mecs ne jouaient jamais en pro, etc. Là, tu commences à avoir des gros niveaux. Je trouve que ça fait quand même un enchaînement de tâches. Là, tu vas faire le quart de finale qu'on a fait contre l'Australie, quasiment un quart. 5 jours plus tard, tu fais la demi, et 5 jours plus tard, tu fais la finale. Bon, il faudrait peut-être que, bon, il y a peut-être manque de moyens pour agrandir, peut-être mettre moins d'équipes, je sais pas, mais il faudrait peut-être trouver une solution pour au moins qu'ils aient une semaine de repos, quoi. Après, ça permet aussi de voir plus de monde. En tout cas, nous, ça nous permet de voir nos cinq petits Bordelais à l'œuvre. Et en plus, il y a le Nation Championship, bon, la Coupe du Monde du foot et le Tour de France. Bon, au final, on est quand même plutôt bien occupé pour ce mois de juillet en attendant la reprise du top 14 qui sera début septembre. Bon, toutes nos excuses pour la semaine dernière. On a dû annuler l'épisode puisqu'il s'est passé un petit quelque chose de mon côté, 3 fois rien. On avait prévu d'enregistrer mardi midi avec un petit programme aux oignons. Mais mon fils, mon deuxième fils, a décidé de pointer le bout de son nez lundi soir. Donc forcément, ça impacte un petit peu le planning. Et on vous a épargné l'épisode depuis la maternité. Pour le titre, je ne sais pas encore. Donc vous l'aurez, mais pour l'instant, on ne sait pas le titre de cet épisode. Pas de tipeur cette semaine, enfin sur ces 2 dernières semaines du coup. On rappelle que la cagnotte est toujours disponible et que vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, sur YouTube, laisser des commentaires, laisser des suggestions en commentaire de sujets que vous voulez qu'on aborde là cet été, puisqu'on a encore un petit peu de temps avant la reprise. Je pense qu'on fera une projection sur et les attentes sur la saison prochaine. Mais n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de likes, notamment sur YouTube. Ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité sur nos épisodes et à avoir un petit peu plus de nouveaux auditeurs. Au programme de cet épisode, on va revenir du coup un petit peu à la bourre sur le quadruplé des Lions. On va revenir sur le match de nos Bordelais face aux All Blacks. Les cracks, on les a mentionnés un petit peu avec les U20 et les actus du club. Il y a de quoi faire pour, je pense, une bonne heure. Mais tout de suite, on va commencer par les Lions. Et les Lions du stade bordelais se sont donc imposés face à l'ASM Clermont-Romagna 10-22, un match qui a été globalement dominé dans l'ensemble. Elle s'offre un quatrième titre consécutif, selon l'hégémonie du stade bordelais sur cette élite 1 féminine. On s'est quand même fait un petit peu peur parce qu'on a senti en deuxième mi-temps notamment, avec le carton jaune notamment d'Ibanez, des décisions tactiques qu'on a eu un peu stratégiques, qu'on a eu du mal un peu à comprendre. On a pensé à un moment que le match allait pouvoir nous échapper malgré une grosse domination, notamment en première mi-temps où on s'est un peu mal payé. Mais finalement, les Lions ont fait le taf. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel, hein. 4 titres d'affilée. C'est ce qui se fait de mieux un peu dans le rugby féminin, malgré des moyens qui sont parfois limités. Donc, ouais, vraiment, vraiment très cool pour elle. Le résultat est magnifique. Et c'est vrai que tu as raison. En fait, on a eu peur alors qu'on était ultra dominante. Je pense que là, sur ce match, il n'y avait pas photo. Alors, sur la saison, l'AS Romagna a fait vraiment une très très belle saison. Et c'est pour ça qu'elles sont terminées premières. Mais là, sur ce match, on voyait clairement qu'on était au-dessus, mais on avait en danger comme pas possible. J'ai en mémoire Falraclo qui oubliait un peu d'aplatir. On a 2 fois après, on passe encore une fois la ligne en but. J'ai trouvé la charnière qui s'est un peu emmêlé les pinceaux et qui a pas toujours fait les bons choix. Et c'est vrai qu'on s'est pas payé. Et petit à petit, on avait en face une équipe qui était très solidaire, très courageuse et qui n'a rien lâché et qui aurait pu nous mettre le doute, hein. Tu l'as dit avec le jaune qui aurait pu être orange voire rouge d'Ibanez. Tu sentais qu'en fait le momentum était un peu inversé et heureusement que les filles ont pu encore réagir et puis elles ont pu se récompenser. Je crois que devant on a fait quand même un taf monstrueux, que ce soit sur les molles portées, les plaquages. Enfin, on va mettre en avant. Enfin, moi j'ai mis en avant
quand j'ai un peu débriefé ce match, les deux joueuses du pack, donc il y a Falraklo, qui est, enfin c'est probablement la meilleure seconde ligne du monde. Hein. Ça découpe à tout va, ça porte énormément le ballon, elle avance, elle fait qu'avancer systématiquement. Voilà, tu peux la suivre au combat. Et il y a aussi la pilière gauche là, le Mailagi. Alors, elle, on la découvre depuis peu de temps. C'est vrai qu'elle avait été prise aussi en équipe de France. Elle était remplaçante, je crois. C'est vraiment une bombe physiquement. C'est-à-dire qu'en mêlée ça tient, mais alors ça avance systématiquement l'impact. Ça fait exploser les défenses adverses. Elle a seulement, je crois, 22 ans, donc c'est-à-dire que elle, on va pouvoir, enfin, on va la voir longtemps, je pense, parce que c'est vraiment une force de la nature et qui en plus a un poste qui est compliqué, donc c'est-à-dire qu'elle va encore se développer. Ouais, donc c'est assez monstrueux. Les Lions là sont en train de créer une dynastie qui est assez impressionnante parce qu'en plus il y a des retours. Je crois qu'il y a l'année prochaine, je crois qu'il y a encore je crois qu'il y a Kalfaoui qui revient, qui était à l'AS Romania, qui était blessé, qui a pas pu jouer la finale, mais qui revient au Bercail. Donc on va être encore plus compétitif. Je crois qu'il y a aussi une Canadienne qui revient d'Angleterre. Donc c'est du beau monde qui arrive. On va commencer à avoir un groupe extrêmement, enfin qui est déjà très très fort, hein, mais qui va être encore plus dominant. Donc ça annonce des beaux affrontements avec l'AS Romania et Toulouse l'année prochaine. Donc super sympa quoi. Vraiment une très belle équipe. Ouais, et effectivement, on espère que on aura droit à plus de matchs sur Canal notamment, Ouais, et des matchs, on en avait parlé avec Elsa, mais aussi avec Jenny et Lucien sur la preview de la finale, mais des matchs un peu mieux placés dans le calendrier pour qu'il y ait un peu plus d'enjeux et nous offrir du coup d'aussi beaux matchs que la finale, parce que la finale c'était quand même très très sympa à suivre, il y avait de la tension, ça jouait bien, il y avait ouais, de l'impact, enfin c'était vraiment super cool, donc c'était une belle vitrine pour le rugby féminin. On aurait aimé que ça commence un petit peu plus tôt aux demi-finales. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment chouette à suivre. Et ça nous permet aussi de découvrir des joueuses, tu as mentionné Maïlagui, mais qui font partie aussi des joueuses qui vont arriver avec le 15 de France. Donc bravo aux Lyon, ce quadruplé amplement mérité après une saison qui était un peu plus compliquée, mais ouais, c'est ça. qui avait été aussi dû au calendrier qui avait été un peu changé justement pour faire un double header avec Stade Bordelais, Stade Toulousain avant le match UBB Stade Toulousain, ce qui faisait qu'en fait ce match-là tu l'as déplacé pour le mettre en première journée alors que c'était pendant la Coupe du Monde et que du coup il n'y avait aucune internationale, du coup le match n'était pas dingo, les Lions ont perdu et en fait ta vitrine n'était pas ouf et du coup elles ont mal Ouais, commencé la saison avec un calendrier qui était très dur d'entrée et beaucoup de joueuses internationales qui n'étaient pas là, même si c'est c'était le cas ça. aussi pour le Stade Toulousain et la SM Romagna, c'était pas... Mais, mais effectivement, t'as ça, et puis en plus après il y a une saison aussi particulière, hein, parce que bon, il y a eu les filles qui ont fait la Coupe du Monde, donc après il faut pouvoir digérer. Enfin, elle nous l'avait évoqué aussi, hein, ce point de digérer un peu bah, soit les défaites, soit bah, le Canada c'était plutôt bon, quand même une très belle Coupe du Monde. Et t'as aussi le changement de staff, enfin, qui est quand même un ratier qui est parti avec le 15 de France. Donc finalement, après, tu es obligé de reconstruire. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, voilà, le staff aussi. Alors, je connais pas tout à fait l'expérience, mais eux aussi sont entre guillemets en apprentissage du groupe, un apprentissage de ce niveau-là. On a fait la petite remarque sur les 3 points qui ont été pris à un moment donné, qui te font passer à plus 5. C'est vrai que c'est un peu un truc que je comprends pas à ce niveau-là. Pour moi, et toi Alors aussi c'est c'était pareil. pas Hein. plus 5 quand même. De mémoire, elles C'était étaient combien? déjà à plus d'une marque. Mais en fait, ça les faisait pas passer à plus de deux Ah marques. oui, c'est Euh, ça, oui, t'as raison. donc pas à plus de 14 points. Donc, et ça, en fait, c'est vrai que ça arrivait, en fait, pour recontextualiser un petit peu, les Lions tapent un peu, sont à 5 mètres de l'embut en début de deuxième mi-temps, je crois à 50 ou 55e de Clermont. Et finalement, pénalité pour les Lions. Et elles choisissent plutôt que de continuer de pilonner un peu l'embut clermontois, elles choisissent de prendre les 3 points alors elles sont dominantes. Elles n'ont pas encore eu ce carton jaune qui va venir juste après en plus. Et du coup, elles passent de quelque chose comme plus 15 à... non, plus 8 à Ouais, plus plus 11. 11, tu vois, un Quelque truc chose comme comme ça. ça, Ouais, j'ai ok. plus les chiffres exacts. Mais du coup, ça ne le met pas à l'abri de 2 essais transformés. Et en fait, c'est un petit peu un aveu de faiblesse. Tu repars ensuite dans ton camp.
alors que tu es dans le camp adverse, tu peux gagner C'est du temps ça. et jouer dans le camp adverse. Et du coup, tu prends que 3 points, alors que si tu continues, potentiellement, tu peux continuer à Ouais. prendre 5 ou 7 points. Et du coup, c'est ce choix stratégique-là qu'on n'avait pas compris avec Yann au moment du match. Ouais, parce qu'effectivement, quand tu es dans ces, en plus c'est plutôt dans la fin de match, donc en fait tu es dans des momentum particuliers. Autant en première mi-temps prendre le score, j'entends, mais c'est vrai que là, en fait finalement, elles auraient eu besoin de 2 marques pour repasser devant et ces 3 points en fait ne te permettent pas ça. Donc ouais, pour moi c'est bon. Il y a des coachs qui font encore ce choix-là parce que c'est vrai que c'est un choix qui a longtemps payé et je trouve que maintenant dans des rugby qui sont assez offensifs où tu marques assez facilement, notamment après des pénales touches ou des trucs comme ça. Voilà. Et en plus, quand tu connais un peu enfin quand tu connais un peu je pense qu'il connaît mieux que moi, mais quand tu regardes un peu le rugby féminin, il y a quelque chose quand même qui est assez frappant, c'est que c'est très compliqué. Déjà que chez les hommes, c'est un cheval de bataille, mais c'est des sorties de camp. Et tu vois, au niveau international, tu vois qu'il y a des très belles sorties de camp, mais parfois au niveau national, c'est plus compliqué. Et en fait, de rester chez elles, et ben en fait, tu gardes l'occupation et tu gardes la pression, et c'est plus compliqué de remonter tout le terrain que en fait de marquer ces 3 points. Et après, tu prends un coup d'envoi, et en plus après, bon, l'effet de jeu ont fait que ça va contre le coach, mais tu vois, c'est parce qu'en fait, je crois qu'on rate le coup d'envoi et en plus après il y a ce carton qui arrive. Enfin bon voilà. Mais euh, mais je pense que c'est une petite erreur tactique. Bon après, ouais, c'est un avis qui est d'un non spécialiste. Enfin, je suis pas entraîneur quoi. Mais voilà. Oui, et puis finalement, elles ont gagné. Donc, il a Et eu raison. puis voilà. Donc il a eu raison. Voilà pour les Lyon, donc très content. Je pense qu'on essaiera bah, si on arrive à voir plus de matchs la saison prochaine, mais peut-être faire une petite preview de la saison, essayer de mettre un peu le zoom sur certaines joueuses. En tout cas, cette saison, on a fait du coup 2 hors-série avec Adèle Besson qui a été blessée pour la finale, avec Elsa Peiras et du coup avec Jenny Demey et Lucien de la page Trash Rugby. Donc ça fait 3 petits épisodes, mais on essaiera peut-être d'en faire un peu plus. Et en tout cas, à chaque fois de donner les résultats et quand on peut débriefer un petit peu les matchs. En tout cas, c'est vraiment super sympa à suivre l'Elite 1 et cette équipe qui donne envie de les suivre tout au long de la saison. On passe aux garçons, aux internationaux français qui sont en Nouvelle-Zélande, enfin qui jouaient en Nouvelle-Zélande, qui avaient atterri à Brisbane. Défaite 34-32 du 15 de France. Donc ils prennent le double bonus. Donc finalement, c'est une défaite qui est un peu amère, mais finalement, ils repartent avec 2 points de Christchurch. On va faire un zoom sur les joueurs de l'UBB, évidemment. On rappelle qu'ils étaient nombreux. On avait Maxime Lamotte, Pierre Beauchaton, Marco Gazzotti, Jefferson Poirot, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, Yoram Moefana et Damien Penaud titulaires. Et en plus, sur le banc, on avait Nicolas Deporter. Ça fait du monde à débriefer, donc on va faire ça un peu rapide. T'as pensé quoi de toutes ces prestations, Yann? Bon, déjà, c'était un match qui était cool à regarder. Pour le coup, ça a bien joué. On a essayé de développer du jeu. C'est parti des deux côtés. Enfin, voilà, les Néo-Zélandais ont un jeu très agréable. Donc, c'était vraiment super, super à regarder. Après de la prestation, bah, je peux faire des petites catégories. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui ont ni gagné de points, ni ils n'ont pas perdu. Mais tu vois, il y en a qui vont pas bouleverser la hiérarchie. Je pense notamment à Beauchaton, qui est sorti en plus sur blessure, mais qui, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Donc c'est un ferrailleur, mais c'est pas forcément un très gros porteur. Je pense que Lamotte aussi n'a pas perdu de points, mais n'en a pas gagné. Et je pense qu'il va s'installer dans ce statut de numéro 3. Penaud en a un peu perdu. Alors malheureusement, en plus, c'est même pas de sa faute, quoi. C'est que déjà qu'il était un peu en dents de scie avec le staff du 15 de France, là il sort sur blessure. Pourtant, il fait un match qui est très bon. Ouais, Je trouve qu'il a pourquoi tu été. dis qu'il va pas en gagner? Parce que du coup, il marque son essai, il fait quand même un bon match. Alors après, Bah, parce qu'en il fait, repart en France, hein, il est touché au mollet, il a quitté bah, la c'est ça en tournée. fait. C'est qu'en fait, il va pas pouvoir briller quoi. Et donc en fait, dans l'esprit, je pense du staff, bah, Atis sera toujours devant. Enfin, en tout cas, partira devant en novembre et dans le tournoi. Donc là, Ouais, il aurait il pu. a pas pu reprendre sa Voilà, place. Ok. exactement. Et donc c'est pour ça, et là, je pense que c'était une tournée importante pour lui parce que montrer en fait tous ses progrès et en fait dès le début en plus il marque les esprits et puis après il a été super bon. Enfin il a amené du décalage, enfin comme on le connaît. À un moment sur l'essai c'est lui qui fait le 1-2. Donc bon, donc c'est dommage. Ce blessure va vraiment lui couper
dans le fait de pouvoir revenir dans ce groupe-là, quoi. Alors j'espère qu'après il va pouvoir être rappelé. Et, on espère tous, hein, mais c'est vrai que du coup, ce blessure va un peu le couper. Après, je pense que ce qui peut être bénéfique pour lui dans l'esprit du sélectionneur, c'est du coup toute sa deuxième partie de saison avec l'UBB en 13, ce qui du coup offre une vraie polyvalence ailier centre, et ça peut être intéressant pour Galtier d'avoir un joueur comme Penaud par exemple sur le banc, surtout si on va en reparler, tu vois, Mathieu Jalibert est de plus en plus testé en 15. Tu peux te dire qu'en fait tu pars avec un Tamac Jalibert en 15 ou un Ramos. Enfin, tu vois, je me dis que peut-être que ce profil-là, il peut être intéressant. Et du coup, ça mettrait Atis Ogbe, qui lui est polyvalent ailier 15, sur le côté. Oui, c'est une possibilité, effectivement. Après, est-ce qu'il va pas vouloir un centre exclusif 12-13? Bon, on verra ses choix. Ouais. Après, bon, l'avantage, c'est que pour la Coupe du Monde, si on va encore plus loin, c'est des groupes qui sont très élargis. Donc, je vois mal Penaud ne pas être appelé parmi les 4 ailiers, parce que je pense quand même qu'il fait partie des 4 meilleurs ailiers français. Donc, tu vois, entre Louis, Atis, je pense que lui, il arrive tout de suite après. C'est vrai qu'il n'avait pas été appelé parce qu'il voulait pas servir visiblement, Galtier voulait pas qu'il serve que de partenaire d'entraînement, quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une valeur sûre, et j'espère qu'il sera même quand même appelé quand même dans le groupe, hein, au moins qu'il retouche les entraînements pour montrer en fait que on compte sur lui pour la Coupe du Monde, quoi. Je pense que pour lui même ce serait mieux, quoi. Affaire à suivre, mais du coup on le verra pas en bleu après du coup cette blessure. Tu continues ton petit tour? Ouais, bah après ceux qui ont marqué par contre des points, Poirot, c'est-à-dire que là c'était un retour qui était très attendu. Et en plus, quand on le compare à son autre compère à droite, il n'a pas été pénalisé, que ce soit en mêlée. Il a obtenu une pénalité en mêlée, c'est lui qui obtient la première pénalité. Dans le jeu, il a eu 3 ou 4 ballons, il a systématiquement avancé, solide au plaquage. Donc il a fait un match hyper propre, qui montre en fait qu'il a encore le niveau international. Bon, ça en avait peu de doute, vu la saison qu'il avait fait avec l'UBB, et que le staff va pouvoir compter sur lui, hein, parce que c'est un joueur extrêmement intéressant, qui est fiable. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, ces derniers jours, on a vu des articles un peu qui parlaient de ce choix de revenir avec le 15 de francs, où il y a eu des échanges avec Laurent Marty, avec Yannick Bru. Alors, visiblement, on est quand même sur une fin de carrière prévue 2027, et ça, on le savait, mais on espérait qu'il allait pouvoir repousser un petit peu. Mais visiblement, c'est quand même assez acté, ça peut encore bouger, on l'espère. Et que, en fait, Laurent Marty avait parlé avec Jefferson Poirot en lui disant il faut que tu vises une fin de carrière sur cette Coupe du Monde en Australie, du coup en novembre 2027, et partir à ce moment-là. Et ce serait effectivement quelque chose de très beau. Et c'est, au vu de ses prestations, quelque chose qui est largement possible. Parce qu'à gauche, on n'est pas non plus. On a JB Gros qui est vraiment installé en numéro 1, mais derrière, il y a des places à prendre. Ouais, carrément. Et là, je trouve qu'il montre qu'on peut vraiment compter sur lui, tu vois. Là, ce week-end, visiblement, ils vont tester le joueur du Stade Français à l'OM1000. Mais voilà, je pense qu'il y a largement la place pour lui, parce que c'est vraiment, voilà, un joueur d'expérience, fiable, qui est peu blessé. Donc je pense que c'est un joueur très intéressant dans un groupe. Et en plus, c'est un mec qui est très sympa. Donc dans un groupe, C'est ton pote. c'est vraiment hyper intéressant. Non, c'est pas T'as mon vu les pote. coups avec lui. C'est vraiment pas mon pote. Mais voilà. Non, mais du coup, je pense que Ouais, c'est il est vraiment, sympa, ce Jeff. c'est un mec super intéressant, et hyper fiable. Et en fait, et au niveau, c'est extrêmement important. Donc, je pense que ça fait partie, voilà, des joueurs qui vont marquer des points, et c'est vraiment une très bonne tournée. Par contre, c'est C'est vrai un que joueur que j'aimerais le plus avoir dans le podcast. Tu vois. Je pense qu'il peut être ouais, tellement intéressant parce que son parcours, du coup là son retour avec le 15 de France, son retour au niveau, tu vois, il a eu aussi un peu ouais. un parcours en dents de scie, son extra sportif, tu vois, il est entrepreneur, etc. Je pense que ça peut être super, vraiment très intéressant de l'avoir sur une heure. Bon, pour l'instant, il m'a un peu ghosté, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas Par contre, prévu, quoi. c'est vraiment dommage quand même qu'ils s'arrêtent. Enfin voilà, c'est vrai que ça va être une sorte de regret. C'est rare, les joueurs qui s'arrêtent au moment où ils sont les Et meilleurs, tu quoi. vois, quand on l'invitera, quand il sera là, on lui fera dire je continue jusqu'en 2029. Et puis voilà. C'est beau ça.
Et d'ailleurs, tu parlais d'Emba Bamba qui a perdu des points du coup à droite. J'ai l'impression que ça va pas forcément dans le sens de Falatea, Ouais, parce que c'est effectivement. Tatafou qui risque d'être testé à droite. Alors autant Tatafou, je peux comprendre en sortie de banc, enfin il faut le remettre en selle, même si c'est un joueur qui a été souvent blessé. Mais ouais, je vais dire, hein, je suis un peu surpris que Bamba soit encore titulaire, quoi. Après, on Parce n'a pas encore que la véritable compo. On on n'a rappelle, pas la, on voilà, enregistre mercredi midi. Pour l'instant, on a c'est les que les tendances. compos probables. On ne sait pas encore. J'imagine qu'on l'aura jeudi, vendredi. Ouais, Vendredi mais tu matin, vois, quoi. je comprends pas parce qu'il bon, quand tu te fais pénaliser 3 fois ou non 4 fois en plus, dont 2 ou 3 fois en mêlée, c'est compliqué. Ah, Enfin, c'est c'est compliqué à ce le niveau-là. potentiel. Autre joueur qui a gagné des points? Bah Gazzo, voilà, pareil, joueur sur qui tu peux compter, gros plaqueur, joueur qui avait fait un super match contre Angleterre A et qui a enchaîné en fait contre la Nouvelle-Zélande. Il s'est beaucoup démené, ça a été un des rares à vouloir mettre les mains dans les rucks. D'ailleurs, il a été pénalisé une fois pour ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Le problème dans le système Galtier, je trouve que les 8 portent très peu le ballon. Donc on n'a pas pu le voir briller un peu offensivement, tu vois, avec des départs de mêlée ou des lancements qui font que il va pouvoir faire porter le ballon et avancer. Mais voilà, dans ce qu'on lui a demandé, il a été extrêmement solide. Donc c'est pareil, ça fait partie des mecs qui marquent des points, surtout que t'as Jelonge qui a été pété. Donc c'est un 8 un peu similaire qui peut aussi jouer 6 et ferrailler. Et qui en plus, je trouve, porte mieux le ballon. Donc très intéressant pour lui et je pense que voilà, il va pouvoir enchaîner et cette tournée, ça va être vraiment du positif pour lui. Moefana? Bon, bah lui, comment dirais-je? Comment dirais-je? Voilà, on était resté sur notre fin un peu avec son vaccination qui était, mais il revenait de blessure. Là, il a permis de montrer de remontrer avec cette fin de saison avec l'UBB et là au niveau et là contre les Blacks face à ce qui se fait pas peut-être de mieux, qui est Barrett en Nouvelle-Zélande, bah, montrer que voilà que c'est un 12 de classe mondiale quoi. Donc Meilleur plaqueur du match. ouais et puis avec 4 ou 5 plaquages offensifs. En fait, il a détruit la ligne Black. En tout cas, il a permis. Ça a été un des rares à les mettre sur le reculoir. C'est vrai que ça, il commence à devenir vraiment, 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 vraiment intéressant sur la lecture des lignes. On l'avait vu contre Leinster, où il avait été énorme en défense et aussi où il faisait des interceptions. On l'avait vu contre Bass aussi, où il avait fait des super montées. Et là, il continue. Euh, et puis après, offensivement, je trouve qu'il arrive à bien faire jouer derrière lui. Il arrive toujours à avancer quand il porte le ballon. Ouais, c'est un joueur, il commence vraiment à s'installer comme le 12 de l'équipe de France et un 12 européen et de classe mondiale, donc c'est extrêmement intéressant. Je suis content pour lui. En plus, là, c'est un peu particulier la Nouvelle-Zélande pour lui parce que je trouve que c'est les 2 ou 3 fois qu'il les a rencontrés, il était passé à côté. Que ce soit un moment, c'était en novembre, là où il y avait eu les magnifiques essais de Louis, il était un peu passé à côté, et aussi pour le match de l'ouverture, où il avait raté des plaquages, où il faisait des en avant. Voilà, je suis content qu'il ait réussi enfin à montrer son vrai niveau contre cette équipe des Blacks. Donc ouais, c'est un petit passage, tu vois, un petit rite de passage. Maintenant, il manque plus que les Sudaf en novembre. Et puis surtout qu'il a de la concurrence avec Broboiry qui tape quand même Ouais. sévèrement à la porte et qui était aligné cette fois-ci en 13. Non mais c'est cool là, autant à droite on pleure, autant parfois en 5 on pleure. Même si avec Guillard, Meafou, tu commences à avoir un vrai poste de seconde ligne, mais Meafou est parfois souvent blessé. Par contre, au poste de centre, c'est n'importe quoi. Et en plus, il est très jeune. C'est-à-dire que des porteurs, même s'il est un peu là, tu sens qu'il n'est pas à son optimum physique, mais c'est monstrueux. Moefana, Broboiry, et puis après, t'as des mecs qui sont peut-être un peu derrière, mais qui sont aussi énormes, hein, Barassi, Gourgue, Gaëton. Donc, t'as quand même Vili? Vidi aussi, ouais. Même si je pense il alterne trop le bon et le moins bon, mais ouais, t'as quand même Noah Néné, Hmm. hein, qui s'est un peu cramé avec son entrée contre le Pays de Galles où il a fait n'importe quoi, mais ça reste un beau joueur de rugby, hein. Donc ouais, là, au centre, t'es bien. Mathieu Jalibert? Bon bah, Voilà. Allez. Euh, non, mais bon, il y a rien à dire, tu vois, il est trop fort. Sur ce match, il est encore trop fort, c'est lui qui déclenche toutes les actions, il fait tous les décalages. Il n'y a pas forcément un système de jeu très développé, et en fait, lui, rien qu'avec ses prises des balles et ses accélérations,
en fait, il fait les différences. Et après, il sait tout faire, quoi. Alors, on peut peut-être lui reprocher qu'il a fait un coup de pied un peu trop long et il a fait un coup de pied trop tôt, mais c'est juste monstrueux ce qu'il fait. Et on a hâte de voir ce qu'il va faire comme composition ce week-end. On Ce va qu'il va venir faire le juste staff. après ça. Mais ouais, non, mais lui, ouais, ça y est, il est dans une autre dimension. Voilà, ça y est, maintenant, on peut plus dire il fait pas gagner ses équipes. On peut plus dire c'est un joueur qui est sur courant alternatif. On peut plus dire qu'il s'échappe en défense. Enfin voilà, on peut plus rien le reprocher. C'est le meilleur 10 du monde. Amen. Il y a 2 joueurs qu'on n'a pas encore cités. Maxime Lucu. Ouais, ben, très bien, Max. Lui, c'est pareil. Mais est-ce qu'il En a plus, vraiment avec... gagné des points? Ou moi, je le mettrais Non, peut-être mais en plus fait, ouais, dans la catégorie en dessous. bah, pour moi, il l'a pas perdu. Ouais. C'est neutre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, de toute Il façon, était solide, quoi. ouais. Et Pas, surtout, tu vois, il est pas sorti du lot comme un Moefana, un Gazzo ou un Jalib, non. mais il a fait son match. Mais par contre, c'est un match où tu peux être en très grande difficulté et faire un peu n'importe quoi. Parce que mine de rien, en fait, on s'est fait chacun devant. Donc les rucks étaient pas propres et il a réussi à les rendre propres. Donc ça déjà c'est assez exceptionnel. Et après on a pu animer alors que devant on n'était pas ultra dominant. Donc ça il faut prendre en considération. T'étais dans une optique où un autre neuf aurait peut-être eu plus galéré. Quand t'es chacaillé comme ça, il faut pouvoir sortir des ballons propres. Et ça il a été super. Et en plus, bon, mais il connaît pas parfaitement Mathieu, donc les deux, ça a été extrêmement fluide. Donc non, Max, très bien. Et d'ailleurs, même au pied, tu vois, c'est Boxki qui était monstrueux. Tu vois, en plus c'est assez rigolo parce que le Garec est un excellent joueur. Bah, tu vois la différence en fait. Rien que la hauteur, le temps de suspension des ballons, le dernier ballon, si c'est Max qui le tape, on est en dessous quoi. Alors que sur le coup de pied de Le Garec, personne ne pouvait être en dessous. Donc c'est là où tu vois la différence de niveau dans le pied. Et c'est assez intéressant de voir Max est juste excellent là-dedans, quoi. Mais par contre, c'est sûr qu'il, je pense qu'encore Dupont a encore bah, un temps d'avance, notamment en termes d'expérience. Enfin, je vois mal chambouler en fait la hiérarchie. Ouais, voilà. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, quand t'as un ovni comme ça, c'est vrai que c'est difficile, même si il y a eu ses blessures, Il a un- etc. Mais là, s'il revient à son Ouais, top niveau. Mais bon, avoir un Max Lucu sur le banc, c'est quand même assez rassurant si besoin. Le dernier, du coup, qui lui était sur le banc, Nicolas Deporter. ouais, bah, j'ai déjà dit un petit mot. Je pense qu'il est, voilà, il est en phase de reprise. Je pense que physiquement, il n'est pas à son niveau. Donc, mais bon, rien de bien. Enfin, tu vois, je suis pas inquiet, quoi. C'est un joueur qui s'installe doucement dans le groupe France. Il a déjà montré qu'il avait performé, notamment en novembre. Il avait été très très fort. Après, il s'est pété pendant le tour destination, mais son match contre l'Irlande était costaud. Hein. Il avait fait qu'avancer. Donc, tu vois, voilà. Je pense qu'ils vont se partager à trois un peu le taf là. Les trois m'ont l'air au-dessus par rapport aux autres, que ce soit Bourboari, Moefana et Deporter. Je pense que ça va tourner tranquillement entre ces trois machines. Ouais, c'est plutôt sympa quand même, cette profondeur. En plus, c'est polyvalent. Ouais, Les trois sont polyvalents, en fait. Les trois peuvent jouer c'est les ça, deux ouais. postes. Donc c'est quand même très bien. C'est quand même très cool ce Nation Championship pour voir nos. Ouais, C'est sympa quand même d'avoir des Bordelais qui le jouent. On râlait, enfin, tu vois, on est un peu le cul entre deux chaises, à savoir est-ce qu'on veut qu'il joue ou est-ce qu'on préfère qu'il se repose pour la prochaine saison. Bon, là, les voir évoluer quand même face au Black, puis ensuite face à l'Australie samedi matin, c'est quand même très bien. Et puis, en fait, c'est que de l'expérience positive pour eux et ça les aide à s'améliorer, même si forcément il y en aura un ou deux qui vont se péter. Tant que c'est pas de la blessure, tu vois, des croisés, on touche du bois, qui les rend out pour 8 mois, en soi, c'est quand même ultra positif dans l'ensemble, quoi. par contre, j'espère que parce qu'ils ont quand même privé de vacances Boris, j'espère qu'au moins il va faire une feuille de match. Il a fait la... Alors pour le coup, tu vois, j'adore les voir en tournée. Ce match France A, Angleterre 15, là, pour moi, c'est un peu une aberration du calendrier. Mais effectivement, s'il a joué que ce match qui compte même pas pour une sélection et qu'en plus derrière, il se repose pas, c'est vrai que c'est un peu Ouais, aberrant. c'est un peu pénible, mais bon, Après, c'est comme des ça. échos Hein. quand même qu'on voit, qu'on entend, tous, ils veulent y aller à cette tournée. Il n'y en a pas un qui se dit ouais, Oui, non, flemme, j'ai pas envie, etc. Ils veulent tous y être et finalement, c'est peut-être pas des vacances où tu te reposes. Les vacances, ils vont en avoir a priori 3 semaines
après la tournée. Donc ils ont le dernier match le 18 juillet, on peut dire 3 semaines C'est à ça, ouais. partir du 21 juillet. Ils vont revenir mi-août. Il les aura finalement ces 3 semaines de vacances. Là, c'est quand même une expérience. Alors, en plus, quand tu joues pas, t'es un peu alors t'es pas en colo parce qu'il faut que tu fasses tes entraînements, mais c'est quand même sympa, j'imagine. Non, non, mais de toute façon, c'est un rêve de jouer pour l'équipe de France, hein. Ouais. Donc, que tu sois dans le groupe. En plus, c'est quand même une tournée mythique, hein, d'aller jouer. Enfin, là, en plus, c'était chargé d'émotions quand même, Christchurch, qui est quand même une ville qui a été sinistrée avec un gros tremblement de terre. Là, c'était la première fois que tout le monde jouait dans ce stade, qui était d'ailleurs magnifique. Ouais, tu vois, et puis c'est rare, hein, il y a très peu de joueurs qui ont fait ces matchs en Nouvelle-Zélande. Donc, tu vois, Dupont n'est jamais allé en Nouvelle-Zélande. Ntamak n'a jamais joué la Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, par exemple, tu vois, c'est un peu des aberrations, mais du calendrier, mais qui fait que euh, on peut pas forcément amener l'équipe la plus compétitive. Donc voilà, c'est toujours quelque chose d'aller jouer là-bas, qui est quand même une des terres historiques du rugby, quoi. Exactement. Prochain match, l'Australie, donc samedi matin, on l'a dit. On a du coup des joueurs qui n'ont pas joué. Donc, tu as mentionné Boris Palu, on a mentionné Falatea, il y a Temo Mathieu aussi qui n'a pas joué. Ouais. Et là, justement, j'étais en train de regarder, voir si j'en oubliais pas un. J'ai un petit doute, mais je pense pas. Non, non, parce que Wiki n'a pas été appelé, et Louis non plus, Buros non plus. Donc voilà. Prochain sujet, les petits cracks, les genoux, qui du coup ont battu l'Australie ce mardi 34-29, après avoir battu les Fidji et l'Espagne. Donc il y avait une poule de 4, mais ça c'était vraiment la finale en gros de cette poule. Ouais. Donc comme tu l'as dit, ils jouent tous les 5 jours, ça tourne pas mal. On a Elijah Ipsayen, Bobby Bissu, donc 2 troisième ligne, Adrien Dro qui lui est centre, Valentin Hutto qui est demi de mêlée, et la nouvelle recrue Hugo Avogadro qui nous vient de Grenoble, si je dis pas de bêtises, Oui. qui lui est plutôt ailier. Alors, on va faire peut-être une vue d'ensemble sur ces 3 premiers matchs pour chacun des joueurs, en commençant dans l'ordre des cités. Elijah Ipsayen. Ouais, bah, déjà c'est un très bon groupe. Y a pas forcément énormément d'individualité comme il peut avoir les années précédentes. Enfin, tu vois, un mec qui traverse tout seul le terrain. Tu vois, l'année dernière, par exemple, il y a Broboari qui traversait tout le temps le terrain, quoi, seul. Tu vois, il y avait même pas de collectif. Et là, je trouve que le groupe est un peu plus homogène et du coup, c'est assez sympa parce que ça fait un gros collectif. Donc c'est une équipe assez intéressante. Ouais, globalement, nos Bordelais, moi je les trouve très bien. Donc on a eu donc Elijah qui a fait 2 matchs. Donc un premier match contre les Fidji où bon il a été monstrueux, il a fait qu'avancer. Un match contre là les Australiens où c'était un peu plus tendu. De toute façon c'était un match qui était très tactique. Il y a eu beaucoup de jeux au pied, on voulait pas prendre trop de risques, tu vois les gros porteurs qu'on a d'habitude, par exemple Bonnard Martin, le second ligne de Stade Toulousain, enfin troisième ligne du Stade Toulousain qui joue seconde ligne là, on les a pas trop vus porter le ballon, donc ça a été un match un peu cadenassé, mais sur les quelques ballons qu'il a pu attraper, il a avancé. J'ai eu un peu peur pour son genou parce qu'il y avait un ailier qui était en mission pour lui péter son genou, donc à chaque fois il se balançait dans ses articulations. D'ailleurs une fois il a été sifflé, qu'une fois d'ailleurs, mais c'est vrai que putain, à chaque fois j'ai eu vraiment peur et j'avais peur même qu'il boite. Alors donc il a fait tout le match, donc je me dis que ça va, mais c'était putain, à l'épaule, dans l'articulation à chaque fois. Donc bon, mais en tout cas, ouais, il est toujours aussi dominant. Lui, et c'est vrai qu'on a hâte de le voir avec nous, avec une vraie prépa physique, et surtout qu'il soit épargné par les blessures. Après, Bobby, qui lui était plutôt un impact player. Peut-être que physiquement, il n'a pas toutes les capacités pour faire 80 minutes, mais alors quand il rentre, c'est une véritable bombe. Il a fait 2 matchs. 3 matchs. Non, il a fait 3 matchs en tant que remplaçant, je crois. Et c'est vrai que à chaque fois qu'il rentre, eh ben, il fait qu'avancer, quoi. Il fait qu'avancer, il met des percussions, il avance de plusieurs mètres. Là, à un moment, il a pris la balle contre les Australiens, il a fait qu'avancer. À un moment, pareil, il m'a mis une énorme cartouche en défense. Enfin voilà, le vrai impact player qui est hyper intéressant. Donc eux, c'est vraiment les 2 joueurs qui ont été énormes devant. Après, Uto, le pauvre, il a pas trop joué. Il a fait une mi-temps contre l'Espagne, je crois, et après, visiblement, il était sorti. Alors, je sais pas si c'était par une petite blessure, mais tu vois, il a très peu joué. Et dans ce qu'il a peu joué, il a montré toujours les mêmes qualités. Donc, c'est-à-dire que c'est un joueur
qui a une super passe, qui a un jeu au pied déjà qui est bien développé, puisqu'il a pied droit, pied gauche. Donc voilà, mais ça reste un première année. Je pense qu'on le verra plus en U20 l'année prochaine. Forcément, parce que lui c'est pareil, hein, il vient de Crabos, hein, il a fait une saison un peu exceptionnelle. Hein, il joue en top 14, il a même réussi à se blesser, et puis après il revient pour les U20. Donc bon, c'est une très grosse saison, je pense qu'il faut qu'il la digère, et on le verra un peu plus l'année prochaine. Après on a qui encore Adrien Dro. Ouais, Adrien Dro qui arrivait en cours de championnat, puisqu'il y a eu quelques blessés au centre. Donc il a été remplaçant contre l'Espagne où après il a peu joué. Et là il a fait un match contre l'Australie qui était un match, je te l'ai dit, hein, extrêmement tactique. Et donc il a pas eu beaucoup de ballons d'attaque. Il était Finalement en 13, hein. fait, ouais c'est ça. Je pense que c'est son meilleur poste. Par contre, il a été super fort en défense. Je crois que c'est un des meilleurs plaqueurs de l'équipe de France. Il doit être à 12 ou 13 plaquages. Il a 2 plaquages offensifs. Donc il a bien ferraillé, mais un peu comme toute l'équipe, ça a été finalement on a très très peu joué. On a très peu brillé tu vois, en écartant sur les ailes ou en faisant nos jeux dynamiques. On les a vraiment broyés devant. Hein. Je crois qu'on marque sur les 4 ou 5 essais qu'on marque, il y en a 3 sur molle, quoi. Donc tu vois, on a un peu axé sur ça et en essayant de les cadenasser en défense. On n'a pas tout le temps réussi parce ils avaient un Australien un peu pépite là, Pritchard là qui est assez incroyable lui. Franchement, un très beau joueur de rugby qui peut jouer tous les postes derrière quasiment. Il nous a mis un peu la misère, mais bon, on a réussi à s'en sortir. Et puis après, on a Avogadro, bah, la future recrue. Lui, j'adore. Enfin, vraiment, c'est un joueur c'est un ancien troisième ligne qui est passé ailier. Et très récemment, hein, je crois qu'il a 1 ou 2 ans à l'aile dans les pattes, quoi. Et il est monstrueux. C'est-à-dire que défensivement, il est très solide. Il a des belles pattes. Il sent bien le jeu. Euh, Vraiment un joueur qui est très équilibré et qui va pouvoir rapidement évoluer, tu vois. Parce il a vraiment une palette qui est extrêmement détaillée et extrêmement large. Et du coup, c'est vraiment le joueur intéressant. Là, il était remplacé hein, parce il avait enchaîné en fait Fidji-Espagne où il avait fait quasiment tous les matchs. Donc je pense que ça va être, à mon avis, ce sera lui qui sera titulaire. Enfin, je le vois comme ça en demi-finale parce qu'il est vraiment très très impressionnant. Et c'est un 2007, hein, Avogadro. Et c'est un première année. Ouais, c'est un première Donc année ouais, non, non. comme Valentin Hutto, donc très très jeune encore, hein. Ouais, ouais, ça fait partie des joueurs qui sont encore entre guillemets en apprentissage U20 et ils sont déjà très costauds quoi. Et notamment Avogadro, hein, vraiment très très beau joueur de rugby. Je pense il va avoir une évolution très rapide, donc c'est hyper intéressant pour lui, pour nous. Donc voilà, hâte de voir un peu son évolution. Puis après, bon, les autres, hein, Bobby et Ipsaïn, bon, Bien c'est du sûr. deuxième année, mais ça reste encore des U20, hein, donc c'est vrai que moi parfois je suis un peu, je me dis putain, il faut qu'ils jouent, mais ça reste encore des entre guillemets des bébés, hein, ils sont encore U20. Woki par exemple quand il a commencé chez nous, alors on n'était pas au même niveau, c'était après être champion du monde U20. Il a fait la prépa d'été avec nous et puis après il a commencé à jouer et on n'était pas encore au niveau d'un double champion d'Europe et il n'y avait pas la même concurrence, notamment en troisième ligne. Là en 8 on risque d'avoir quand même une concurrence assez sympa. Ouais, ça on aura le temps d'en reparler, mais c'est qu'Avogadro, il est à 2 doigts de marquer un triplé hein, c'est contre Ouais, l'Espagne. Il y a une petite hype qui commence à monter. ouais, Ça peut être très sympa quand même en doublure d'un Louis ou d'un. Est-ce que tu penses qu'il a déjà le niveau pour faire des petites feuilles? en tout cas, il a des, enfin, en tout, c'est toujours pareil. Après, enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, je pense que rapidement, on va pouvoir le voir, quoi. C'est un joueur qui, à mon avis, va évoluer très rapidement parce qu'il est physiquement, il a des mensurations. Tu vois, il est plutôt élancé, grand, donc tu sais qu'il va pouvoir se renforcer sans perdre trop de vitesse. Et il a quand même une chance du jeu déjà, un QI rugby qui est assez intéressant. Tu vois, si on compare à Delpuch qui vient aussi ou Delpuch, je sais pas comment on dit, d'Aurillac, il est peut-être plus près physiquement Delpuch, parce que tu vois, il est déjà, c'est un petit taureau quoi, mais il a peut-être moins de rugby, que ce soit dans la passe, dans le sens du jeu. Par contre, c'est vrai qu'il est peut-être plus près physiquement, il est hyper tanké, mais voilà.
peut-être que Avogadro est plus UBB compatible dans ce qu'on demande à un ailier. Mais bon, après, c'est des très 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 jeunes joueurs. Hein. Ouais. Tu vois, Sean Musquets a eu que il a une dizaine de matchs. Bon, déjà, s'il a 5-6 matchs l'année prochaine, ce serait déjà énorme. Hein. Oui, non, mais c'est ce à quoi je pensais quand je te disais, hein, est-ce qu'on va pouvoir le voir faire des feuilles. D'ailleurs, tu as mentionné Delpech, Avogadro. En fait, toutes les recrues, Yann a fait des vidéos pour que vous puissiez voir les profils, comprendre un peu qui sont ces joueurs. Donc, je pense qu'on les mettra sur Insta, mais allez les voir sur le compte Twitter de Yann, Tuisova UBB. Il y a toutes les recrues. Donc, il y a Tom Willis, il y a Moon, Ouais, Delpech, Prakadze, ouais. Prakadze. Donc, allez voir pour découvrir tous ces joueurs en attendant la reprise et de les voir sous le maillot de l'UBB. Ouais, Prochain match pour les U20, ce sera contre les Baby Black lundi ouais, c'est à ça. 16h. C'est un bon petit test, tout ça. Ouais, je pense qu'on est favori, notamment parce qu'on a un meilleur pack. Mais voilà, ils ont toujours des très beaux joueurs de rugby, mais je pense qu'on peut les taper. Par contre, ça va être c'est la finale quoi. La finale sera probablement contre les Box. Et c'est vrai qu'ils ont encore une génération de fous quoi. Oui, parce que là, c'est demi-finale face aux Black. L'autre Ouais, demi-finale, ce sera Afrique du Sud, Angleterre. Et Afrique du Sud, ils mettent des volets à tout le monde. ouais, et puis ils sont solides quoi. Ils sont solides devant, derrière ils ont une espèce de, en fait ils ont un Bastaro en 12 là, et il doit jouer talon lui. Hein, et il est Jacobs, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais hyper tanké quoi. Vraiment un joueur. Donc ouais, ils ont pas trop de points faibles. Bon, voilà. Mais déjà, il faut passer l'obstacle, Black. parce que l'année dernière, c'est là où on s'était arrêté. Donc, Et demi-finale, lundi 16h. Ce sera sûrement sur l'équipe. Alors, est-ce que ce on sera espère. la télé ou est-ce que ce sera sur leur chaîne digitale comme c'était ça hein, pour l'Australie. Ouais, c'est ça, live. Moi, j'ai regardé sur Rugby Pass, moi, mais Ok. il y a Rugby Pass aussi qui fait toute la Coupe du T'es Monde. plein de ressources, toi. Fou. Voilà pour un peu le débrief des récents matchs. Je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et on a de quoi faire parce que du coup, pas d'épisode la semaine dernière. Donc on va reprendre un peu tout ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines. Alors lundi dernier, début juillet, la campagne de réabonnement a commencé. Donc on avait parlé des tarifs qui avaient augmenté. Il y a eu un petit couac d'ailleurs technique au démarrage. Hein. Moi j'avais réussi à reprendre mon abonnement, mais je crois que l'UBB avait communiqué sur... du coup, reconnectez-vous un peu plus tard. De toute façon, il y a jusqu'à la fin du mois pour reprendre son abonnement aux mêmes places. Donc, il n'y a pas de stress forcément à avoir. Plus si vous voulez changer de place, vu qu'il y a eu des changements de catégorie, notamment pour les côtés des tribunes latérales et présidentielles. L'UBB a fait un petit pas en arrière sur les tarifs avec du coup le retour de la tarification pour les moins de 10 ans, les tarifs réduits pour les moins de 10, ce qui est une très bonne chose pour conserver un public familial. Donc ça, c'est vraiment cool et le club a un peu entendu les contestations de tous les supporters, notamment ceux qui viennent en famille. Donc ça, c'est une bonne chose et ils ont rappelé tous ceux qui avaient déjà repris leur abonnement avec un tarif complet pour leur proposer de prendre un tarif moins de 10 ans si ça les intéressait toujours. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut le dire quand c'est bien. Et du coup, on a jusqu'à la fin du mois pour se réabonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et ensuite, ce sera, si il reste des abonnements dans le quota imparti, la période pour s'abonner. Pour les nouveaux abonnés, je pense que ce sera du coup début août pour ceux qui veulent craquer leur PEL. Autre news, ça c'était il y a 2 semaines. Arnaud Carré d'ici Gironde révélait que le club avait décidé d'interrompre sa relation avec les United BB. Ça avait choqué ou en tout cas surpris beaucoup de monde, dont nous, suite à des incidents au sortir du match de Clermont, donc le dernier match de phase régulière, le dernier match de la saison tout court pour l'UBB. Notre première réaction, ça a été d'espérer qu'un terrain d'entente allait être trouvé, que les discussions entre le club et l'association allaient pouvoir reprendre ou prendre tout simplement, pour qu'ils puissent continuer leur collaboration. Le club comme l'association ont fait des communiqués de presse. Visiblement, il n'y a pas tellement eu de discussion possible. Donc, côté club,
Visiblement, il y a la préfecture aussi qui n'a pas tellement apprécié ces débordements. Donc, les places réservées aux United BB, donc la tribune, le bloc 20, vont maintenant être occupées par une autre association. On lui laissera d'ailleurs communiquer, pas forcément envie de révéler le nom de l'association, à part s'il le souhaite. Donc les United BB vont être un peu, en tout cas ceux qui étaient abonnés au stade, un peu éparpillés du coup dans le stade. Ils n'auront plus leur bloc réservé. Voilà, et côté United, ils vont continuer quand même à soutenir le club, à faire des choses. Alors quoi exactement, c'est un peu plus compliqué de savoir vu qu'ils vont pas avoir autant de facilité, par exemple pour, j'imagine, organiser les déplacements, avoir des places réservées sur les déplacements. C'est vrai que nous, enfin moi en tout cas personnellement, à chaque fois que je voulais me déplacer pour aller voir l'UBB, je passais par les United BB. Ça fait quand même 10 ans qu'ils faisaient un travail incroyable pour organiser les déplacements, présents à chaque match. Donc ça aussi, est-ce qu'ils vont réussir à garder, tu vois, ces tribunes qu'ils ont à chaque match quand l'UBB se déplace et qui est très important pour les joueurs et pour l'équipe. Ils avaient des bonnes relations avec les clubs de supporters adverses. On les entendait bien aussi du côté du Virage Nord. Donc forcément, c'est dommage. À voir ce qu'ils arrivent à continuer de faire sans l'aide du club, du coup. Donc voilà, en tout cas, c'est acté que du coup, les United BB ne sont plus reconnus par le club. Ce n'est plus une association de supporters officielle. Peut-être que ça reprendra dans le futur s'ils arrivent à montrer patte blanche. En tout cas, il y a des membres du bureau qui ont quitté l'association parce que visiblement un peu lié à ce qui s'était passé face à Clermont. Donc voilà, forcément un peu triste parce que nous, on aimait beaucoup leur travail et à la télé, c'est vrai qu'on les voyait quel que soit l'endroit où jouait le club. Mais du coup, d'autres associations vont pouvoir prendre un peu le relais et de toute façon les United BB continueront de supporter l'UBB. Voici un peu pour les tribunes. Côté terrain, la reprise sera le 22 juillet, ça c'est Rugby-Rama qui nous l'apprend. Ça va arriver très vite, hein. Là on est le 8 juillet, dans 2 semaines c'est déjà la reprise. D'ailleurs on voit qu'il y a déjà des joueurs qui sont au Seva Campus, notamment sur Instagram. Big Ben, par exemple, on voit qu'il y est tous les jours. Bon, lui, c'est un peu différent parce qu'il est convalescent et que du coup, c'est plus de l'entretien physique pour. Pour éviter de prendre 40 kilos. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sens qu'il fait du watt bike et qui essaye de brûler des calories pour pas arriver à 160 en décembre, quoi. Il est en mode survie là. Ah ouais, C'est-à-dire il va bouffer au resto et après il fait une séance. exactement. Pour se permettre, tu vois, c'est un peu courir plus pour Ah bah manger oui. plus. C'est un peu le même Ouais, délire. de toute façon, tant que t'as un bilan calorique négatif, c'est bon. Ouais, ou neutre. Neutre ou neutre. L'an dernier, l'UBB était allé au Portugal pour aller chercher de la chaleur et pousser les organismes dans leur retranchement. Bon, il s'avère qu'au Portugal, à ce moment-là, il faisait moins chaud qu'à Bordeaux. Mais cette année, l'UBB partira en Espagne du 5 au 10 août. Donc, pour parfaire un petit peu cette préparation. À ça, qui fera cette préparation? Ça, on ne sait toujours pas. Affaire à suivre. Mais l'UBB reprendra les matchs le 21 août avec un déplacement à La Rochelle et recevra la section paloise le 28 août à Bordeaux. Alors, est-ce que ce sera à Chaban comme c'était le cas il y a 2 ans face au Leinster par exemple avec juste la moitié du stade ouvert? On ne sait pas encore très bien comment ce sera organisé. Toujours est-il qu'il y aura donc 2 matchs de pré-saison comme l'an dernier avant la reprise du top 14 en septembre. Le club a aussi annoncé la fin de contrat pour des petits espoirs, des petits cracks. Ils sont au nombre de 16 à quitter le club. Donc on a parmi ceux qui ont le plus joué avec les espoirs et qu'on a déjà pu mentionner ici, on a Pierre Tétani, Matteo Lavazel qui était prêté à Narbonne cette saison, Morgan Mignot qui lui était le capitaine des espoirs cette saison qui part à Rouen, Clément Sennelier qui va à Angoulême, Florian Baquet qui a fait un match avec les pros, Georgi Kendrava qu'on avait déjà cité qui lui part à Nice. Qui d'autre? On avait Mathis Derham, Enzo Gourg, Corentin Gourg. Et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour des plus connus. Mais bon,
Ça fait partie du jeu. Quand on passe pas le cut pour viser une place à l'UBB dans les années qui suivent, il faut aller chercher du temps de jeu et un avenir rugbystique ailleurs. Ouais, mais t'es obligé. De toute façon, t'es obligé. Au bout d'un moment, bah, s'il y a plus les mêmes objectifs et notamment ouais, le même devenir. C'est-à-dire que si à terme tu peux pas intégrer cette équipe pro, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps, surtout en espoir. Tu vois, je pense à Baquet par exemple, qui est un joueur qui est assez solide en mêlée. Au bout d'un moment, il aura plus l'âge déjà pour être en espoir et en plus il va s'ennuyer en espoir. Donc là, il faut qu'il arrive. S'il veut passer le cut du pro, il faut qu'il arrive à progresser dans un autre club. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être le cas de nombreux joueurs. T'es obligé de passer par la catégorie entre guillemets en dessous, enfin le niveau en dessous, l'étage en dessous pour avoir ta carrière pro quoi. Donc après c'est voilà c'est la compétitivité, c'est comme ça. Bah, surtout qu'il y a Donc c'est il y a des joueurs qui montent tous les ans. Là, il y a les Krabos qui étaient en ouais c'est finale. ça. Et t'es obligé de faire de la place à une génération qui en plus qui va peut-être amener d'autres mecs en pro. Donc voilà, t'es obligé. Hein. Enfin, un club c'est des choix de toute façon. Donc bon, j'espère qu'ils vont pouvoir progresser dans leurs clubs respectifs, que ce soit en Pro D2, National ou dans d'autres clubs de top 14. Je connais pas leur destination. Je crois que c'est pas précisé, hein, à part qu'ils quittent le club, mais euh, mais en tout cas voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir progresser dans leur nouveau club. Bah, t'as du Narbonne, t'as du Rouen, t'as du Angoulême, t'as du Nice. Ouais, Ça dépend un peu des joueurs. Après, oui, effectivement, ils sont pas ouais. tous précisés. C'est vrai que Mais Georgie il part à Nice avec Awad. ouais. Ouais, lui, c'est un des joueurs où j'étais déçu parce que c'est vrai que ça, il avait fait une Coupe du Monde du vin en tant que première année qui était juste magnifique. C'était le meilleur centre de la compétition avec Julius, le Sud-Africain. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, il est arrivé un peu en cours de route au centre de formation de l'UBB. Probablement que son intégration a été plus longue que prévu. Il a été blessé aussi. Voilà, on espère qu'il va pouvoir éclater à Nice, même si il est là que pour un an, mais on va espérer qu'il explose et que c'est un joueur qui va exploser tardivement parce que je trouvais que c'était un excellent joueur. Et Parmi, en tout cas, hyper impressionnant. parmi les joueurs qui restent, on a Jacques Ngambous qui lui a fait quelques matchs avec les pros il y a de ça 2 ans maintenant, qui était prêté au Stade Montois du coup en Pro D2 cette saison, qui a fait 8 feuilles de match. En deuxième partie de saison, il a fait une demi-saison au Stade Montois. Donc 8 feuilles de match, dont 2 titulaires. C'est deuxième ligne de 21 ans. Il reste au Stade Montois pour une année supplémentaire. Sa fin de contrat est en 2028. Donc lui, c'est pas un prêt pour ensuite qu'il quitte le club, c'est un prêt pour qu'il trouve du temps de jeu et qu'il continue de progresser. Cette fois-ci, ce sera par contre en national parce que le Stade Montois a perdu contre Nice. Nice qui monte en Pro D2 et Stade Montois qui descend en national. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de le faire progresser, continuer à le faire progresser en national. Pourquoi pas en Pro D2 la saison d'après, et on mise encore sur lui. Bah, j'espère pour lui, ouais. Surtout ça, mais effectivement, après Mont-de-Marsan est un très bon club, c'est un club en plus qui va jouer la montée. Il a toujours des ressources, pas forcément financières, mais il arrive toujours à trouver, parce que c'est un club historique, il arrive toujours à trouver des pépites fidjiennes, des jeunes joueurs qui les amènent au plus haut niveau. Donc il y a quand même un beau vivier dans les Landes. Voilà. J'espère pour lui qu'il va bien progresser et pouvoir revenir, mais c'est vrai que bon, je sais pas si c'est un signal extrêmement positif, sachant qu'en plus t'as Zapedowski avec nous, donc à voir. En tout cas, il faut qu'il progresse. Donc Bah, c'est on est un un peu club bouché idéal pour lui. effectivement en deuxième ligne. Si tu te dis que le jeune qui va prendre des feuilles par-ci par-là, ce sera Zapedowski, bah tu peux pas en avoir deux sur le même poste, quoi. Bah c'est ça. Et, Et puis t'as du monde. Et c'est vrai que t'as du monde, mais et puis c'est un peu compliqué. Donc bon, un à an en voir. national, franchement, s'il fait 20-25 feuilles, C'est ça possible. peut être très très bien, sachant qu'il en a déjà fait 8 en Pro D2 sur cette deuxième partie de saison. À suivre, du coup, Jacques, on suivra sa saison. Un autre jeune, lui, qui reste et qui va faire une pige à 7 avec l'équipe de France, c'est Gabriel Bonne, donc notre centre ailier. Donc là aussi, c'est très cool. Ouais, j'ai pas regardé le tournoi. Il y avait la première étape ce week-end là. Il y avait c'est un championnat européen, c'est ça. Donc j'ai pas regardé. Donc
S'il y en a qui ont regardé, qu'ils nous fassent un petit retour pour savoir comment il a été. Bah ouais, dites-nous dans les commentaires YouTube. Comme ça, tout le monde Ouais. tout le monde les verra, parce que sur Spotify, on les voit pas forcément. Si vous nous envoyez en message privé, c'est très bien pour nous, mais du coup, il faut partager Bon. avec les autres. Donc, en commentaire YouTube, c'est très bien. Pour nous dire ce que vous avez pensé de Gabriel Bonne. Moi, j'ai vu des échos sur Discord, il me semble, qu'il avait été vraiment très intéressant. Donc, à suivre. Après, c'est un beau joueur. C'est un beau joueur aussi. C'est un très beau joueur, ouais, effectivement. C'est Joseph Lara qui l'a appelé Josion Prime sur Insta. C'est beau ça. Joseph qui lui Bon, c'est un beau part coup. à Brive. Ouais. Donc, Béziers. Béziers. Mais pourquoi Béziers. Pas- Ça commence par B. mais c'est pas loin. Brive, c'est Zakaria Fan qui Exactement. va rester un petit peu avec l'UBB pour le début de saison et qui va y retourner du coup pendant la saison. Ouais, bon après ça se trouve, le pauvre, en plus il va rester jusqu'en décembre, mais ça se trouve il va pas beaucoup jouer parce que là notre pauvre Carlou il s'ennuie un peu là-bas Bon, en Sud. incroyable. On dirait que tu as le conducteur devant les yeux, quoi. C'est fou, hein. Ça, c'est le talent. Ça, c'est au Incroyable. bout de 86 épisodes. On se connaît par Wow, cœur. les connexions se font, quoi. Carlou Sadi ne joue pas avec les Bucks en ce moment. Il avait joué le premier match contre les Barbarians et bah, il joue plus. Donc, où est-ce qu'il est dans la hiérarchie des Bucks et est-ce que il va être gardé pour ces satanés matchs de septembre ou est-ce que il va être rendu à l'UBB, ce qui serait quand même plutôt bonne nouvelle pour commencer la saison avec Sadi, Falatea, Taoufa et Afan. Ouais, surtout que c'est que ça continue après le Super Rugby. Enfin, il y a 3 matchs pour le Rugby Championships là, je crois, et après c'est ils refont les duels Afrique du Sud Ah, Nouvelle-Zélande. il s'arrête jamais. Ils se cassent la gueule pendant 3 mois après pour arriver jusqu'en novembre. Donc c'est marrant comme principe. Mais effectivement, donc il y a les deux indéboulonnables Will Colo et Dutoit. Mais il y a un petit jeune qui est arrivé là. Euh, c'est Porte. Ah, je sais plus comment on dit. Ou Porte. Bon, qui a 22 ans, qui a été monstrueux et qui a un vrai impact player. Donc très intéressant en sortie de banc. Et je crois que là, pour le match de ce week-end contre les Écossais, c'est Will Colo qui débute et après c'est lui qui est en remplaçant. Alors l'avantage qu'il a, c'est que Erasmus, j'ai l'impression qu'il veut montrer à tout le monde qu'il a 8 équipes. Donc est-ce que contre les Gallois, il va encore en faire 14 changements et on verra Carlos Sadi qui débute contre le Pays de Bah, on Galles. l'espère. Voilà, c'est pas impossible. Moi, Et on j'espère espère qu'il pour lui, joue, ouais. mais qu'il Mais rentre oui. après. Ouais, par contre, ouais, c'est ça. Et après qu'on lui dise, bon, ben voilà. Après, je me dis que peut-être il va essayer de faire reposer entre guillemets ceux qui vont beaucoup jouer, les mecs de top 14. C'est vrai que ceux qu'il a rapatriés en Afrique du Sud, à mon avis, eux, ils vont aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir que les clubs comme les Stormers, les Sharks, ils sont quand même intimement liés avec l'équipe nationale. Et que je pense que c'est pas pour rien qu'il y en ait beaucoup qui soient revenus dans ces clubs. Notamment, je pense, parce que je sais pas si tu te souviens, mais avant la Coupe du Monde de 2023, les Sharks, par exemple, ils avaient 8 ou 9 internationaux, et pendant 1 mois et demi ou 2 mois, ils avaient fait aucun match, aucun entraînement. Enfin, c'était limite une pause vacances. Alors, je pense qu'ils sont entraînés. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant ces 2 mois. J'espère que c'était juste du repos. Mais tu vois, ils avaient fini en décembre et les mecs avaient rejoué que contre le quart de finale contre le Toulouse, où tu voyais qu'ils étaient complètement cramés physiquement. Enfin, tu vois, ils avaient explosé physiquement à la 60e. Mais donc voilà, ça risque d'être tu vois, nous qui affrontons les Stormers, bon, on en parlera plus tard dans la preview, enfin dans la prochaine saison, mais je pense que c'est l'année où même s'ils auront une grosse équipe sur le papier, vu que c'est une année qui va être Coupe du Monde, en tout cas préparation Coupe du Monde, c'est possible qu'on n'ait pas la meilleure version de ces équipes sud-africaines, parce que je pense qu'ils vont privilégier l'équipe nationale. Donc c'est-à-dire que c'est pas impossible que de temps en temps, il y a des mecs qui soient pas là, on sait pas pourquoi, quoi. Donc voilà. Donc on espère que Carlo va revenir. Bah, nous, ça nous arrangerait, ça nous enlèverait une belle épine du pied quand même. Ça bouge aussi côté staff. On a eu le départ de Arthur
Alvarez, qui était l'analyste rugby de l'UBB depuis 3 saisons, depuis l'arrivée de Yannick Bouy, qui s'en va pour des raisons familiales. Il est remplacé par l'Australien Evan Thompson, qui lui est passé par les Tigers de Leicester, mais aussi par le Loup et par Grenoble. Donc bienvenue à Evan. Ça bouge un petit peu dans le staff. Deux choses qu'on n'avait pas prévu de dire, mais tu l'as dit et du coup ça m'y fait penser. La poule de Champions Cup est connue. Et ça, je ne comprends pas pourquoi je suis passé à côté. Mais du coup, on sera avec, tu l'as dit, les Stormers, donc équipe sud-africaine, le Munster, qu'on avait affronté l'an dernier en quart de Champions Cup à Chaban. C'est ça. Les Bristol Bears, qu'on a affronté du coup cette saison à Bristol. Ouais. On espère ne pas s'y redéplacer parce que c'est mignon Bristol, mais pas tellement envie d'y retourner. Tu vois, à choisir, j'irai à Gloucester, qui est la quatrième équipe de cette poule. Et c'est beau, Gloucester? C'est pas loin de Bristol. Mais voilà. Tu vois, histoire de changer de pub, quoi. Ok. Et Gloucester, je ne sais pas si quelqu'un connaît Gloucester, qui nous le mette dans la. Mais c'est quoi? C'est le nord de l'Angleterre? Non, c'est l'ouest de l'Angleterre. C'est pas loin du Pays de Galles. Gloucester, c'est vraiment juste à côté de Bristol. Donc, ok, d'accord. Donc il y a des vols Bordeaux-Bristol. Il y a même peut-être des vols Bordeaux-Gloucester, ça je sais pas. Mais du coup, ça peut être sympa. En tout cas, c'est soit tu vas au Munster, et là c'est un petit périple quand même, parce que tu as au moins un changement. Mais ce qui peut être aussi très cool. J'espère qu'on va aller au Munster, en tout cas. Parce que oui. En fait, si tu vas au Munster, ça veut dire que tu vas pas en Afrique du Sud. Voilà, exactement. Mais... Parce qu'on n'a pas le droit on fait un déplacement en URC et un déplacement Premiership. Mais du coup, ouais. Donc on va espérer qu'on va se déplacer chez les Diables Rouges et après, pourquoi pas les autres Diables Rouges. L'armée rouge. L'armée rouge. Je sais pas comment il s'appelle. Si, c'est la Red Army. Ah, c'est la Red Army. Non, les Diables Rouges, je suis con, c'est le Pays de Galles. Ouais, Diable Rouge, c'est la Belgique, aussi, ouais. C'est Manchester United, mais c'est pas le Munster, je crois pas. Pas du tout. Mais après, ça peut être très cool d'aller à Limerick, en Irlande. Donc voilà, ça, du coup, on a eu l'info fin de semaine dernière. On pensait qu'on allait avoir les calendriers exacts dans la foulée, mais pour l'instant, pas de news. En tout cas, à midi 54, mercredi 8 juillet, on n'a pas l'info. On n'a pas non plus les calendriers de top 14. Ça, ce sera aussi intéressant à débriefer. Mais à voir du coup où est-ce qu'on se déplace. Moi, j'aimerais du coup Munster et Gloucester à voir. Sachant qu'il y a un petit changement dans le calendrier. Il y a un des matchs qui était avant en décembre qui est décalé en octobre. Et il me semble que c'est parce que il y a un match en plus du 15 de France à cause du Rugby Championship. Ok. Pas du Nation Championship. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, oui. Effectivement. Effectivement, c'est-à-dire que suivant nos résultats, on peut faire une finale, on peut se rajouter un match en plus. Et quel match en plus, ça dépend. Quoi qu'il arrive, tu as le match en plus. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est soit la finale, soit un match de classement qui sert. Ok, ça marche. Mais du coup, il y aura un match en octobre. Alors, je sais pas comment ils arrivent à le caler parce qu'il me semble pas qu'il y ait de trou entre septembre et novembre. Mais bon. Du coup, il y aura un match en octobre, un match en décembre et 2 matchs en janvier. Si je dis pas de bêtises, on vous confirmera le calendrier exact dès qu'il est révélé par le PCR qui organise la Champions Cup. Et autre info qu'on avait survolée, c'est que la poule des espoirs est tombée ce matin. Bon, ça c'est plus pour info, mais du coup les espoirs seront avec l'Aviron Bayonnais, le Biarritz Olympique, le Suagen et la section paloise. Donc, bon, il reste à 2 heures, c'est bien. Voilà, exactement. Pas de Colomiers, pardon. Mais bon, pareil. Ah, c'est un peu plus loin, peut-être. Oh, Copo, c'est pareil. Ouais, c'est kiff. 2 heures, 2h30, quoi, 3 heures, peut-être. Ouais. Bon, ça va. Ça va. Je crois qu'il y a des poules, c'est plus tendu, quoi. Bah, c'est pas l'an dernier où on jouait Massy, Rouen, tout ça? Ouais, si. Il me semble. Bref, voilà pour ce petit épisode. On fait une petite heure sur les Lions, sur les U20 et sur les Bleus. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire YouTube
les sujets que vous voulez qu'on aborde, s'il y en a que vous voulez qu'on aborde, des remarques, des questions. Comme ça, nous, on va pouvoir s'occuper entre deux couches et deux biberons pendant cet été. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel petit épisode. Salut tout le monde! Ciao tout le monde!